Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec la SMAC Assurance, leader de l'assurance des collectivités territoriales. En complément de ces contrats d'assurance, la SMAC développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. La SMAC a notamment édité en partenariat avec l'AITF des guides de bonnes pratiques en matière de prévention des risques de malveillance et des préventions des risques incendies dans les établissements recevant du public et des travailleurs, dont les liens apparaissent dans la page d'information de cette conférence en ligne. Vous êtes nombreuses et nombreux à vous être inscrits pour suivre cette conférence en ligne, au cours de laquelle nous allons discuter des axes de la gestion active du patrimoine des collectivités. Alors, de quoi s'agit-il? Ces axes de gestion active reposent sur trois piliers: le recensement de son patrimoine et des risques, la rationalisation de leur gestion et des usages, et l'anticipation des risques. Les enjeux de cette gestion active sont forts. Ils sont en termes de gestion, bien évidemment, et ça, vous le savez toutes et tous beaucoup mieux que moi. Rationalisation des coûts, de maintenance, de réparation, d'assurance, facilitation de la prise des décisions quant aux enjeux techniques et budgétaires du programme des travaux, adaptation des bâtiments aux usages, etc., etc. Enjeux également en termes de sécurité et notamment de prévention, deux axes qui constituent déjà des coûts très importants pour les collectivités locales, mais également, et nous le verrons, des enjeux en termes d'adaptation aux impacts du changement climatique, ainsi qu'aux évolutions sociétales. On parle ici au terrorisme, si on peut le qualifier comme une évolution sociétale. Donc, il y a également un défi de continuité du service public et de son adaptation. Mais cette webconférence est également l'occasion aussi de répondre à vos questions. Vous pourrez les poser via la fenêtre « Questions » que vous pouvez voir dans votre interface sur la droite de votre écran, votre interface GoToWebinar, et nos intervenantes et intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Quels sont donc les enjeux principaux de la gestion du patrimoine des collectivités locales? Quels sont les risques existants, ceux à venir, les nouveaux? Quelle posture adopter pour une gestion active de son patrimoine? Quelles sont les normes, les référentiels, les méthodes et les outils existants? Pendant combien de temps sont-ils pertinents? Puisque cette question se pose également, nous le verrons. Qui est impliqué dans la gestion du patrimoine? Et nous verrons que dès lors qu'on s'interroge sur l'usage du patrimoine, de nouveaux acteurs interviennent, tels que les designers. Pour en parler, donc, pour évoquer ces questions, trois intervenants. Marie-Hélène Coulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'AITF, Association des ingénieurs et des ingénieurs en chef territoriaux de France. Caroline Ouaché, bonjour. Vous êtes Pardon, allez-y. Il y a un décalage. Vous êtes chef du service bâtiment et adjointe au directeur de la gestion patrimoniale au Conseil départemental du Val d'Oise. Et enfin, Jean-François Iparaguirre, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable du pôle gestion des risques et formation conseil du groupe CNPP, Centre national de prévention et de protection. Moi, je suis Séverine Bellina, je suis membre du réseau Service Public et j'animerai cette conférence en ligne. Alors, sans plus tarder, je me retourne vers vous, Marie-Hélène Coulon, pour démarrer nos échanges. Vous allez nous proposer un tour d'horizon des risques à prendre en compte pour la gestion du patrimoine, un tour d'horizon que vous nous proposez à partir de votre expérience d'ingénieur territorial, de responsable de patrimoine à la ville de Mulhouse, c'était vos dernières fonctions, mais surtout à partir d'un retour des travaux du groupe de travail gestion des risques de l'AITF. Alors, quelles sont les préoccupations qui remontent du terrain sur des ingénieurs territoriaux dans le cadre de ces travaux de l'AITF? Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, l'AITF est une association corporatiste des ingénieurs territoriaux de France. Alors, ils ne sont pas que réservés aux ingénieurs territoriaux, ils sont ouverts à différents profils, que ce soit des attachés dans les collectivités, mais aussi d'autres, des bureaux d'études qui peuvent intervenir dans les groupes de travail. Et donc, l'AITF est organisée sous forme de sections régionales
donc qui permettent une proximité avec les adhérents, mais aussi sous forme de groupes de travail thématiques, dont ce groupe de travail thématique gestion des risques, qui est animé par Laurence Castagnel, et qui elle-même est responsable des moyens de prévention des risques professionnels et des sinistres à Tours Métropole. Donc j'ai pu m'entretenir avec elle, j'ai fait un petit débrief des différents risques qu'elle avait pu identifier et dont le groupe de travail avait pu sur lesquels le groupe de travail avait pu travailler. Donc le groupe de travail a donc s'est penché sur tous les risques ERP, la commission des sécurités manifestations, l'hygiène et sécurité du travail, la gestion de crise, les astreintes et les risques majeurs, notamment naturels et technologiques. Donc, il est constitué d'une 50aine d'ingénieurs qui est organisé sous forme de 4 réunions annuelles d'échanges de pratiques, que ce soit de la réglementation, des échanges de pratiques, d'outils, même de tableaux de bord, mais également de politiques, de stratégies qui sont partagées entre les différents collègues. Sur le site de l'ITF, vous trouverez d'ailleurs une documentaire qui permet de rassembler les circulaires et guides dès lors que vous êtes adhérent et que vous pouvez adhérer à votre espace adhérent. Donc la collègue, Madame Laurence Castanet, m'indiquait que les sujets actuellement traités sont des sujets liés essentiellement à de nouveaux risques. Alors les risques, je laisserai la parole à Jean-François pour tout ce qui est risque réglementaire. Et moi, je m'axerai plutôt sur mon témoignage, comme je vous le disiez, sur le témoignage de cette collègue et mon témoignage en tant que responsable de patrimoine de la ville de Mulhouse M2A. Les sujets traités sont essentiellement les sujets liés, bien sûr, en 2020 à tous les aspects Covid, sur comment organiser le bâtiment en lien, et notamment les fameuses prescriptions qualité de l'air. Il y a eu toutes des discussions liées à la question de la ventilation, des climatisations, de la VMC. Donc on a eu des demandes de la part de nos adhérents pour savoir si c'était bien conforme ces VMC au brassage de l'air dans les bâtiments. Donc il y a eu des réponses de fait. Donc effectivement, c'est en lien avec la question de la diffusion de la maladie, de la Covid. Donc, il y a eu des réponses de fait, mais aussi des échanges de pratiques sur ce Covid. Très récemment, d'ailleurs, moi, sur mon métier, j'ai eu des propositions de la part de prestataires qui me proposaient notamment des poignées de porte pour éviter de poser la main directement sur les portes, donc sur des portes battantes, notamment des portes battantes d'office dans les offices de cantine périscolaire. Donc on voit qu'il y a des nouvelles, les produits dans les bâtiments s'orientent vers de nouveaux produits qui permettent de répondre au fait qu'on ne peut pas, de limiter les contacts sur les bâtiments. Donc ça, c'était la partie Covid. Donc il y a eu de nombreux échanges toute l'année 2020 sur ces préoccupations, sur l'organisation aussi des plans de continuité d'activité. Donc la collègue me disait aussi, c'était la question de faire face à maintenir le service, notamment la maintenance des bâtiments, avec des équipes très restreintes, des équipes aussi qui sont malades, des personnels qui étaient tenus de conserver, de rester à la maison pour que les enfants malades ou le conjoint malade puisse être en assistance familiale. Donc c'est vrai que ça a fortement perturbé les services de maintenance. Mais bon, avec une bonne organisation, c'est vrai que ça s'est relativement bien déroulé. Le deuxième phénomène observé par les collectivités ces derniers temps, c'est la question du dérèglement climatique de manière générale. Et alors là, c'est vrai qu'elle m'a fait part des questions des phénomènes climatiques d'inondation liés à la chaleur, aux épisodes neigeux, et également tout ce qui est incendie à proximité des patrimoines des collectivités et plus généralement, mais aussi lié à des coups de vent violents. Elle me disait tous ces phénomènes-là réinterrogent les modèles scientifiques et d'actuellement, et donc il y a des réflexions, des nouvelles liens qui sont faits avec des chercheurs en météorologie, des organismes d'État,
qui permettent justement de savoir par rapport à notre patrimoine qui est figé, les bâtiments c'est des biens hein, qui sont immobiles, et par rapport à notre patrimoine, mais aussi par rapport à l'ensemble des réseaux et des calibrages des descentes d'eau pluviale, comment réinterroger les modèles, est-ce que c'est suffisant? Par exemple, nous, à la ville de Mulhouse, on sait qu'on a non seulement un réseau d'eau pluviale qui est relativement défectueux avec un certain nombre des réseaux en fonte, qui sont dimensionnés des années avant, aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont insuffisamment dimensionnés, ce qui fait qu'à chaque épisode d'orage, on a des caves qui sont inondées, notamment des caves de collectivités dans lesquelles on a des archives. Donc ça pose des problèmes, donc ça réinterroge sur déplacer des archives, faire la question aussi des documents papier, hein, est-ce qu'il faut dématérialiser? Après, ça réinterroge aussi sur les pratiques d'archivage. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est ces questions de descente d'eau pluviale qui sont insuffisamment dimensionnées. Donc on a aussi des phénomènes de remontée. Ça se met en charge au niveau des toits, notamment des toitures plates. Et donc on a des phénomènes d'infiltration dans les façades, ce qui vient imbiber les isolations extérieures. Donc là, on enchaîne sur des demandes de sinistres auprès de nos assurances. Donc c'est vrai que la SMAC là-dessus est très performante par rapport à la prise en compte de ces phénomènes-là. Et donc on a aussi, la collègue me disait, on a des phénomènes croisés entre des obligations réglementaires, par exemple, j'en viendrai un petit peu plus tard, sur des obligations d'avoir une certaine sécurité sur certains bâtiments, notamment des équipements d'eau potable qui doivent être très sécurisés, donc qui doivent être très fermés, mais en même temps qui doivent rester ouverts, pour lesquels on ne peut pas avoir d'enceinte vraiment complètement étanche, puisque ça empêcherait, dans certains cas, dans des zones par exemple inondables, le flux d'eau de transiter, donc par cette zone inondable. Donc on est confronté à des injonctions contradictoires. Je peux aussi relater la question un des sujets, donc je vois que le temps en tourne, un des sujets aussi sur lesquels la ville de Mulhouse a beaucoup travaillé, c'est la question des risques de malveillance. Elle m'a dit que c'était un gros sujet actuellement. Alors malveillance, ça peut être malveillance sur les risques attentats. On a dû donc les collectivités s'adapter justement au plan Vigipirate. Et donc là aussi, on peut avoir des injonctions contradictoires entre des demandes de la part du rectorat d'avoir des enceintes, même des enseignants d'avoir des enceintes opaques, fermées, qu'on ne voit pas à l'intérieur, mais au contraire, les préconisations réglementaires de l'État, c'est de dire non, on fait du barodage pour que les services de sécurité de police ou de sécurité nationale puissent voir à l'intérieur du bâtiment s'il y a des mouvements dans les bâtiments. Donc à la ville de Mulhouse, on a mis en place un programme très ambitieux qui est aux 3/4 réalisé, qui a mobilisé énormément de financement, dont 80% d'aide de l'État. On a fait donc un tiers du programme en 2018 avec 80% d'aide de l'État, sur 3 volets: augmentation du barodage, donc l'ensemble des enceintes des écoles prioritaires. On avait identifié une vingtaine d'écoles prioritaires sur les 65 écoles de la ville de Mulhouse. Donc une vingtaine d'écoles remontées, réinstaller des barodages à 1,80 m de hauteur, changement des portails. Donc on a mis en place ces stratégies-là sur l'ensemble. Donc il nous reste des écoles qui sont un petit peu moins impactées par ces phénomènes qu'on nous on avait considéré comme moins prioritaires. Donc la doctrine adoptée, c'était la remontée de ces clôtures à 1,80 m, la mise en place des alarmes attentats, donc avec des boutons poussoirs à chaque bout de couloir qui permettent de lancer une annonce d'indiquer aux personnes, aux usagers, qu'il faut soit se calfeutrer, soit évacuer. Donc ça, c'est un message à paramétrer de la part de l'usager, enfin du directeur, qui est responsable de sécurité, directeur d'école. Et là, le troisième volet, c'était tout ce qui était intrusion, donc mise en place de vidéosurveillance, etc. Pas de vidéo, non, d'accès automatique aux écoles.
Donc, ce dossier-là était, ouais, j'en finis. Et ce dossier-là, je vois que là, ça tombe très vite. Ce dossier-là a été bouclé. On avait mis en place la procédure, la stratégie, et justement, la contradiction, c'est que est venu le Covid avec justement la demande de la part des enseignants de démultiplier les entrées et donc de réinterroger en fait tout ce qu'on avait mis en place avec un accès enseignant et un accès des parents. Ce qui fait qu'actuellement, on est encore en recherche de solutions, la collectivité, pour savoir est-ce qu'on déclenche, on remet en place des systèmes de badgeage avec des autorisations sur des cartes ou des clés à code. En fait, on réinterroge notre modèle de doctrine. Donc, c'est vrai que ces outils sont assez intéressants. Et une dernière chose, un des gros sujets aussi des collectivités, c'est les cyberattaques et tout ce qui est cybersécurité. Donc, ça fera notamment l'objet d'un des volets d'un atelier qui sera organisé par l'AITF à Metz, lors des rencontres nationales à Metz qui auront lieu l'année prochaine, au mois de mai, et donc animé par des collègues experts qui auront mis en place aussi ces stratégies-là dans leur collectivité, avec tout ce qui interroge la RGPD, les différents risques, la question de rançon. Certaines collectivités sont aussi rançonnées, hein, j'ai eu des exemples, avec des centaines de milliers d'euros de demandes. Voilà. Donc, en gros, les différents sujets actuellement sur lesquels les collectivités interviennent. Merci beaucoup de ce panorama. Avec ces nouveaux, c'est parfait, avec ces nouveaux risques et les enjeux de leur gestion, hein, vous avez bien montré les injonctions paradoxales et la complexité grandissante pour la gestion du patrimoine. Alors, je me retourne immédiatement vers Monsieur Iparraguirre parce que vous allez justement évoquer cette complexité de la gestion du patrimoine et des risques que l'on vient d'évoquer. Certainement ceux plus classiques et les nouveaux qui apparaissent, qui se complexifient, qui se diversifient. Alors, vous allez nous faire part des recommandations de la CNPP sur ce sujet. Et lors de notre entretien préparatoire, vous m'expliquiez que, en fait, il faut vraiment avoir conscience des différentes strates, des différents temps nécessaires pour la gestion du patrimoine, hein, connaître son patrimoine, connaître les contraintes réglementaires, savoir combien de temps ces contraintes réglementaires vont durer et donc la conformité que l'on a établie reste valable, et puis sortir de cette notion de sécurité en regardant le fonctionnement, les usages. Alors, quelles sont les recommandations de la CNPP, Monsieur Iparraguirre ? Merci Madame Mélina. Effectivement, mon propos va être un petit peu d'aborder effectivement les trois temps, hein, recenser, rationaliser, anticiper, par une approche un petit peu méthodologique, hein, pour effectivement la diversité des bâtiments, la diversité des destinations des bâtiments d'une collectivité font que c'est un enjeu difficile à appréhender. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de voir en quelques slides, de poser une façon de faire pour traiter de façon logique cette approche du risque. Et je vais rester sur le risque classique incendie pour l'illustrer, mais c'est tout à fait, je dirais, adaptable à l'ensemble d'autres thématiques de risque, bien sûr. Alors oui, je voulais effectivement dans un premier temps rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas qui est CNPP. Donc CNPP historiquement, c'est Centre national de prévention et de protection. Donc on est un acteur, je dirais, important de la prévention et maîtrise des risques. 60 ans d'existence avec, je dirais, des métiers qui sont très complémentaires et variés. Donc vous voyez sur la gauche de mon slide, on a du conseil de l'assistance technique. Donc moi, j'interviens à titre personnel plutôt dans ce département-là. On a un département certification. Je reviendrai, je ferai le lien avec tout ce qui est référentiel APSAD. On a des laboratoires qui vont traiter de la conformité de matériel et de produits de sécurité, qui vont faire aussi de l'expérimentation. Et puis, on a des ouvrages édition et presse et des actions de formation. Voilà, donc tout, je dirais, un ensemble de métiers qui sont là pour favoriser la prévention et la maîtrise des risques. Notre positionnement CNPP est un positionnement, je dirais, indépendant, hein, on est au cœur un petit peu de l'écosystème de la maîtrise des risques, donc en lien avec les pouvoirs publics, le monde de l'assurance et la SMAC en particulier, tous les acteurs de la construction,
les prestataires de services et on est bien sûr au service des exploitants pour les aider à mieux assurer la prévention et maîtrise des risques. Donc nos domaines d'activité sont l'ensemble des risques HSE, je pourrais dire de façon classique. Effectivement, on peut passer sur la slide suivante, merci. Donc le premier temps, effectivement, je prends l'exemple de la sécurité incendie, mais c'est déployable ou adaptable aux autres domaines de risque. C'est d'abord, avant tout, de savoir où l'on est, où on se situe, avant de pouvoir bâtir des plans d'action. Et le premier des points, c'est déjà de traiter de la dimension réglementaire. Donc, si je suis dans le domaine de l'incendie, j'ai bien sûr des obligations vis-à-vis de mes collaborateurs, des agents, donc respect du code du travail, sachant que chaque réglementation a ses propres objectifs. Le code du travail n'est plus ni moins que la mise en sécurité des occupants d'un bâtiment. Donc, peu importe si ce bâtiment, in fine, brûle, l'objectif du Code du travail, c'est de mettre les personnes en sécurité, qu'elles aient bien évacué. L'établissement recevant du public, vous connaissez, bien sûr, c'est la protection du public qui ne connaît pas les lieux dans lesquels il se rend. Donc, la destination du lieu est différente de leur lieu de travail habituel. Donc, il faut les guider et leur assurer de la sécurité pour pouvoir aussi se mettre à l'abri d'un événement. Et puis, en dernier lieu, en matière d'incendie, et il ne faut surtout pas le négliger parce que c'est souvent le plus contraignant, c'est la partie installation classée pour la protection de l'environnement, les ICPE. Donc, les collectivités territoriales ont forcément quelques ICPE dans leur patrimoine. Si je prends l'exemple d'un centre de tri de déchets, par exemple, ce sera une installation classée et qui devra, je dirais, répondre à un certain nombre de règles édictées par la préfecture et par le ministère on va dire, de l'écologie. Faire ce bilan-là, à quoi on est soumis, c'est aussi faire le bilan de notre conformité à ces éléments-là. Et donc, c'est très important de bien diagnostiquer et déjà faire cet état des lieux pour savoir ce qui est éventuellement manquant pour être en conformité déjà. Je prends l'exemple d'un centre de tri de déchets que j'ai visité récemment. L'arrêté préfectoral mentionnait des dispositions techniques très précises en termes de désenfumage par rapport à l'incendie. C'est des choses qui n'avaient pas été du tout intégrées dans la construction. Donc là, il y avait une différence flagrante entre ce qui était prescrit et la réalité du terrain. Donc ensuite, de mise en conformité sur ce type de situation est extrêmement coûteux. Donc toute l'anticipation lors de l'étude et du dossier avant la création de l'installation est primordiale. L'autre volet, alors j'ai pas tout à fait fini, Oui, voilà. pardon. On va remonter d'un cran. Voilà. Oui, il y a bien sûr le volet réglementaire et puis ne pas négliger tout le volet contractuel que vous avez avec vos dispositions d'assurance qui sont à prendre en compte. Vous avez souscrit un contrat, par exemple, si je prends l'exemple de 2 contrats édités par ASMAC, il va y avoir des prescriptions sur des matériels, des dispositifs de sécurité. Ça peut être de la détection incendie, ça peut être du désenfumage, ça peut être des moyens d'extinction et qui vont répondre à des référentiels techniques. Donc, là, pour l'exemple le plus fréquent, en tout cas dans le domaine franco-français, c'est de faire référence au référentiel APSAD. Donc, ces référentiels APSAD, ce sont des référentiels qui donnent les prescriptions techniques pour concevoir et installer une installation de sécurité de façon performante. Donc là, CNPP est un acteur majeur, incontournable de ce système-là, puisque c'est nous qui produisons, après des groupes de travail, bien sûr, pluriacteurs, pour des groupes de travail pour produire ces référentiels APSAD. Et nous, CNPP, nous certifions les entreprises qui sont en même d'installer selon ces référentiels-là. Voilà, donc les assureurs font appel et font référence à ces dispositions, je dirais, de bonnes pratiques. Et il faut donc s'assurer que sur un bâtiment, par exemple, on respecte bien, si on y est soumis, ces dispositions contractuelles.
Donc, alors après, il peut y avoir des dispositions contractuelles difficiles à mettre en œuvre. Là, il faut qu'il y ait un dialogue avec l'assureur parce que il est possible de trouver des mesures compensatoires, faire approcher l'objectif, en tout cas tendre vers l'objectif qui est prescrit, mais peut-être qu'avec des moyens différents. Donc, je sais que ça m'est arrivé moi plusieurs fois d'intervenir dans le cadre de missions pour chercher des solutions compensatoires à des dispositions qui ne pouvaient pas être respectées selon les critères des référentiels. Voilà, donc cette identification des exigences, elle est primordiale déjà. On doit être conforme réglementairement. Par contre, c'est le slide qui suit. C'est ça. Pardon? L'étape numéro 1. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de se dire, ben, je suis conforme réglementairement, ok, mais par contre, je peux louper, ça ne me met pas d'une certaine façon en sécurité par rapport aux objectifs finalement et aux engagements, aux enjeux de la collectivité. Si mon centre de tri de déchets brûle, ben, je ne vais pas plus pouvoir assurer les prestations et l'engagement qui est le mien pour traiter ces déchets. Donc, être conforme réglementairement, ce n'est pas le point ultime. Il faut continuer, je dirais, et définir quels sont les enjeux et quelles sont les vulnérabilités qu'on veut traiter. Si je me dis je ne veux pas perdre mon centre de tri de déchets, je serais peut-être obligé d'aller plus loin que la réglementation en termes de dispositions constructives, d'organisation et de moyens techniques pour maîtriser le risque. Donc c'est moi qui dois me fixer mon seuil d'acceptabilité, hein, qu'est-ce que j'accepte comme risque et du coup quels moyens je dois mettre en œuvre pour y arriver. Donc ça se résume par mon petit schéma un peu théorique en dessous, où on voit effectivement ma courbe au-dessus, c'est la connaissance du risque. Plus j'analyse mes bâtiments, mieux je connais mes risques. Je vais avoir ensuite effectivement un seuil de conformité réglementaire que je vais viser. C'est mes premiers plans d'action. Donc là, c'est ma mise en conformité qui va me permettre d'atteindre ce niveau-là, mais ensuite, je peux avoir défini quelque chose de plus performant parce que je veux assurer mes activités, la continuité de mes activités. Donc, où est mon seuil ensuite que je vise en matière de maîtrise des risques? Et tout mon plan d'action doit concourir et mener à cette performance-là. Voilà, donc c'est là cette façon de manager les risques. Alors le schéma là, il est orienté, je l'ai explicité sous la forme incendie. On peut le retrouver dans tous les domaines et cette méthodologie-là, elle est applicable effectivement, quel que soit le risque que l'on prend en compte. Pour finir rapidement, on a fait fixer les objectifs. Donc là, établir son plan d'action, c'est de l'organiser en fait. On aura forcément des aspects techniques. Dans le technique, je mets aussi l'équipementaire, sécurité incendie, mais le constructif, c'est très important aussi en matière d'incendie, et l'organisationnel. Impossible de faire de la sécurité si on n'associe pas les personnes, si la chaîne de sécurité, elle va forcément passer par l'humain. Donc, très important de travailler aussi ce volet-là. Et donc, on doit travailler, alors la règle des 3 E, ben, on va les afficher carrément, ce sera peut-être totalement, allez-y, Madame Mélina, si vous pouvez, l'efficacité, l'ergonomie et l'économie. Voilà. Donc l'efficacité, c'est que on doit répondre à la conformité réglementaire, les mesures que l'on prévoit doivent permettre d'atteindre les objectifs, effectivement. L'ergonomie, c'est dans le sens où il faut qu'il y ait une faisabilité, une facilité aussi derrière de maintenance, par exemple, ou d'utilisation. C'est-à-dire que des systèmes performants, mais complexes et difficiles à maintenir, on sait qu'ils sont voués à l'échec dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils seront bien implantés, peut-être conformes au départ. Par contre, difficile à maintenir, ben dans 5 ans, on aura peut-être perdu l'efficacité. En tout cas, on ne sera pas sûr de la performance du système. Et puis, le volet économique, c'est aussi à anticiper dès le départ. Bien sûr, il y a les coûts de réalisation, mais là, j'insiste sur le travail qu'il faut faire en amont sur la spécification technique des besoins. Qu'est-ce qu'on attend de notre solution de sécurité? À quoi elle doit répondre?
et finalement, quels seront aussi les moyens pour moi de vérifier tout au long de la vie de l'installation ses performances. Donc, c'est quelque chose qui est à intégrer et c'est à ce moment-là aussi, dans la spécification technique de besoin, qu'on inclut toutes les obligations réglementaires dès le départ. Et les intégrer dès le départ, ça reviendra beaucoup moins cher que de faire de la mise en conformité 10 ans après, ça c'est sûr. Intégrer aussi tous les coûts récurrents, voilà. Donc là, c'est la bonne pratique des plans d'action, ça, il n'y a nul doute que vous savez faire, mais ce sont quand même les principes de base importants de rappeler, je pense. Merci pour cette présentation. Je pense que Merci. nous reviendrons sur la question des acteurs, de qui intervient, qui il est important de faire intervenir dans ces 3 étapes. Auparavant, je vous propose de parler des outils qui nous permettent de rentrer dans ces 3 étapes d'identification des risques et de leur gestion, hein, avec les nouveaux risques que l'on a évoqués avec Marie-Hélène Coulon. Donc, je vais me retourner vers notre 3e invitée, mais auparavant, nous souhaitions vous poser une question puisque Madame Ouaché va nous présenter son expérience de réalisation d'un bilan de patrimoine dans sa collectivité. Alors, parmi vous, chères auditrices et auditeurs, qui avez-vous déjà réalisé un bilan ou un diagnostic de patrimoine dans votre collectivité? Alors, en attendant que le résultat de ce sondage s'affiche, je vais vous présenter et me retourner vers vous, Caroline Ouachi, puisque vous en avez réalisé un bilan donc, de patrimoine avec la société TB Maestro. Et vous allez nous expliquer pourquoi et à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans une telle étude, comment ça s'est passé et quels en ont été les bénéfices. Alors, nous allons voir si on peut afficher les résultats du sondage. Voilà, 76% de non. Donc, ça va nous permettre, à la fois avec les 24% de personnes qui ont déjà réalisé un bilan, un diagnostic de patrimoine sur leur territoire, de pouvoir peut-être nous faire part de questionnements ou de points que nous aurions oubliés dans l'expérience qui va nous être relatée. Et pour les autres, peut-être de mieux expliquer en quoi ces outils sont assez importants, voire fondamentaux, par rapport aux enjeux que les 2 premières présentations ont mis en évidence, à savoir la diversité des risques, la nécessité de connaître son patrimoine et, comme vous l'avez dit, Monsieur Iparaguirre, comment ensuite, étape par étape, procéder pour gérer et définir un plan d'action. Alors, Madame Ouaché, je me retourne vers vous et je vous laisse la parole pour nous présenter votre expérience. Merci Séverine. Donc effectivement, le département du Val d'Oise, petite présentation synthétique, hein, c'est environ 180 implantations. Donc on a 11 collèges et un certain nombre d'implantations diverses pour nos services sociaux. On a eu une volonté permanente de rationaliser nos implantations, d'avoir des implantations adaptées à tous les types de métiers que nous rencontrons au sein de notre collectivité, d'avoir des bâtiments fonctionnels. Et en Ile-de-France, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des soucis pour trouver des locaux, d'où un travail fin et minutieux qui parfois a du mal à aboutir. Aussi, en 2018, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un état de notre patrimoine, de nos collèges et nos bâtiments en propriété, pour voir si les investissements qu'on était amenés à réaliser sur ce patrimoine étaient cohérents, étaient à la hauteur de ce qu'il fallait pour les maintenir dans un état d'entretien tolérable. Parce qu'on a fait un constat, c'est qu'on a la majorité de notre patrimoine qui a entre 40 et 50 ans, qui a une augmentation significative du coût de la construction, du coût de la maintenance, une augmentation significative aussi de la réglementation, hein, des contraintes réglementaires pour maintenir nos bâtiments. On travaille, comme l'a dit Marie-Hélène tout à l'heure, sur la qualité de l'air, on travaille sur le décret tertiaire et la mise en conformité de nos bâtiments, la mise en accessibilité aussi de nos bâtiments est un coût non négligeable d'investissement pour notre collectivité.
et une augmentation permanente du coût de la maintenance de ces équipements. Donc pour ce faire, nous avons… Je me permets, Madame Ouachi, parce que c'était fort intéressant lors de notre entretien préparatoire. Vous nous disiez justement que c'est au fur et à mesure des années que vous constatiez l'augmentation de ces coûts qu'à un moment donné, vous vous êtes dit il faut faire le point. Tout à fait. Et c'est pour ça que, en 2018, on a mis un cran d'arrêt et on s'est dit il faut qu'on essaye de lancer une analyse plus fine et c'est pour ça qu'on a lancé une consultation. Donc sur la slide d'après, vous allez pouvoir voir apparaître quelques éléments. Donc l'idée était de lancer une consultation pour avoir un bureau d'études qui vienne nous accompagner pour réaliser un audit complet des bâtiments dont la collectivité est propriétaire. Donc on est soumis au Code des marchés publics. On a donc lancé une consultation sur la base d'un petit cahier des charges. C'est la société des Maestro qui a remporté cette consultation et avec qui on a commencé à travailler en janvier 2020. Comme tout projet, hein, ça s'est articulé avec des cotecs, des copiles. Donc on a rencontré une équipe jeune et dynamique qui est venue sur le territoire valdoisien, qui a visité les 152 actifs qui ont fait l'objet de cette étude. Donc ils sont passés sur site, ils ont établi une notation de notre patrimoine qui leur a permis d'établir des valeurs actuelles de remplacement et un coût de maintien de l'actif à 5 ans. Ils ont du coup synthétisé toutes ces données à l'échelle de notre parc d'actifs. Donc les éléments que vous pouvez voir sur la slide suivante. Où vous pouvez voir donc que pour ces 152 actifs, on avait une valeur plancher en mètres carrés qui était de l'ordre de 850 000 mètres carrés, que la valeur de remplacement de notre patrimoine était à l'époque donc évaluée à 778 millions, et que les maintiens de coût des actifs, c'était 179 milliards. Donc voilà, de ces éléments-là, ils ont calculé un indice de vétusté de notre patrimoine. Cet indice de vétusté, c'est ce qu'ils appellent l'IVP. L'IVP, c'est la valeur actuelle de remplacement sur le coût du maintien de l'actif à 5 ans. Et on a donc obtenu un résultat sur l'ensemble de nos 152 actifs qui était de l'ordre de 10,1%, ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail les choses, on s'aperçoit quand même que il y a un travail plus fin à faire sur certains bâtiments qui nécessitent des coûts de maintenance plus approfondis. Donc, je vous ai mis sur la slide d'après la synthèse sur les collèges. Donc, notre patrimoine de collège, comme je le disais tout à l'heure, il a entre 40 et 50 ans. On le maintient, mais au vu des résultats, comme vous pouvez le voir, on est arrivé avec un indice de vétusté qui était de l'ordre de 9,3%. Donc on a des collèges qui se détachent parce qu'ils sont relativement jeunes et bien entretenus, avec donc un indice de vétusté correct, et puis d'autres où on voit que ça pêche un peu. Donc sur la slide d'après, vous avez des tableaux qui vous permettent des graphes qui nous permettent de voir avec les bâtons les catégories de classement qui ont été réalisées. Donc on a un certain nombre de collèges qui ont un niveau de maintenance idéal. On a 25, il y en a 48 qui sont adéquates, 33 tolérables, et puis 5 qui sont dans un état préoccupant. Et donc le travail fin réalisé avec TB Maestro nous a permis de nous conforter sur la vision qu'on avait de notre patrimoine, sur la nécessité que ces 5 collèges et d'autres nécessitaient un investissement complémentaire. Ce travail fin a aussi été fait, je vous en parle, mais j'ai pas mis la slide, sur les bâtiments.
on a aussi pu relever qu'un certain nombre de nos bâtiments n'étaient plus en adéquation avec les usages, avec les attentes des standards d'aujourd'hui des bâtiments. Et de ce travail fin, on a pu calibrer les budgets attendus pour les maintenances sur les 7 années à venir. Ce qui a permis finalement de fiabiliser les éléments qu'on faisait remonter à notre direction générale depuis quelques temps en disant, bon ben voilà, il y a un investissement colossal qui a été engagé par la collectivité, mais pour maintenir notre patrimoine, il va falloir poursuivre cet investissement sur le long terme. Donc, le travail fait avec la société TB Maestro nous a permis finalement de fiabiliser la totalité de ces données et de faire, d'avoir une meilleure prise de conscience de notre exécutif du besoin du maintien de ce niveau d'investissement sur notre patrimoine. En parallèle de ces actions, le département aussi a engagé un travail sur les usages de ces bâtiments et notamment, donc comme vous le verrez sur la slide d'après, sur un travail fin avec des équipes enseignantes sur les salles de sciences. Les méthodes de la pédagogie, je vais dire, évoluent dans les établissements. On fait moins d'enseignement frontal comme on a pu le connaître à nos époques dans les collèges. Aujourd'hui, on travaille en îlot, on travaille avec du mobilier plus modulable, qu'on peut bouger en demi-groupe. Les modes d'expérimentation ont évolué. Donc, on a engagé un travail avec la direction de l'académie et des profs volontaires sur la refonte de nos salles de sciences. De là, on fait évoluer le programme technique de nos collèges. On a aussi engagé un travail l'année dernière sur les cours de récréation. On a lancé une petite consultation et recruté une designeuse et une architecte qui sont venues nous accompagner, qui ont rencontré des élèves, qui ont rencontré les personnes qui gèrent la vie scolaire dans les établissements et qui ont fait ressortir le besoin de créer dans nos cours des îlots de fraîcheur, parce qu'on manque des fois un peu de végétation. Alors, soit on en a trop, soit on en a pas assez, mais avoir des zones d'ombre, permettre aux enfants de pouvoir s'abriter quand il fait du soleil, avoir des zones où ils peuvent pratiquer du sport, s'amuser. Donc on a remis des paniers de basket, des équipements pour qu'ils puissent s'amuser, des tables de jeu aussi. On a fait un effort sur la mise en œuvre de mobilier et puis on a aussi créé des espaces zen, donc chacun peut y trouver son compte et finalement il en ressort qu'on a un climat plus apaisé dans les établissements qui ont pu bénéficier de l'aménagement de ces cours. Et cette année, on s'est penché sur la problématique des sanitaires, parce que dans les établissements, on voit que souvent, ce sont des espaces qui sont dégradés, pas respectés. Donc, on a re-questionné avec le même principe que sur les cours. On a travaillé avec une designeuse et une architecte, et elles sont allées à la rencontre des élèves, elles ont essayé de comprendre le pourquoi. Et on est en train de mettre en œuvre des travaux. On n'a pas encore le retour d'expérience, mais on espère que ça amènera les enfants à mieux respecter ces espaces. On a une meilleure prise en compte des problématiques qu'eux peuvent rencontrer. Et puis on a aussi travaillé avec les équipes qui sont en charge du nettoyage de ces lieux, parce qu'on se rend compte que il peut y avoir un certain nombre de négligences. Donc voilà, un certain nombre d'aménagements qui devraient permettre d'améliorer les conditions de vie dans nos établissements et un meilleur respect en fait des locaux et du coup un moindre impact aussi sur nos coûts de maintenance sur ces espaces-là. En fait, finalement, tout est lié, l'usage, les conditions de vie et les détériorations qui peuvent être amenées être réalisées et les coûts de maintenance engendrés. Voilà. Je vous remercie pour cette présentation parce qu'on voit bien finalement que cette gestion du patrimoine a des enjeux qui se diversifient également, même si
les risques se diversifient, la réglementation se complexifie, se diversifie et les enjeux se diversifient. C'est vraiment la continuité, la qualité du service public, ces adaptations. Alors, les questions sont nombreuses, mais comme cet exemple d'outils de diagnostic de patrimoine vous a permis d'aborder la question des acteurs impliqués, voire des nouveaux acteurs, des moyens organisationnels, j'aimerais bien vous entendre tous les trois sur cet aspect-là pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent mieux comprendre. On l'a vu, vous venez de l'aborder, on va jusqu'aux personnes qui font le ménage. Est-ce que ça rentre dans la gestion de patrimoine? Donc, comment on peut réappréhender la gouvernance finalement de cette gestion de patrimoine? Est-ce qu'on peut voir ça en 5 minutes tous les trois et je prendrai des questions beaucoup plus ciblées par la suite. Je ne sais pas qui veut commencer, qui souhaite commencer? Je vais intervenir. Oui. Voilà, dans la gestion bâtimentaire, c'est vrai que aujourd'hui, on est sur une ère où on parle de design de service, design d'espace. Donc, on remet finalement l'usager au cœur du débat et on va l'interroger sur ses pratiques, sur les difficultés qu'il rencontre dans le patrimoine. Et donc, c'est vrai qu'on interroge tout le monde, on essaye d'avoir le retour d'expérience et les contraintes et difficultés rencontrées par chacun. Donc, de l'agent de maintenance aux collégiens, aux profs, aux équipes éducatives. Et de ces sondages qui sont réalisés, on en tire des conséquences et on essaye de fait d'adapter aujourd'hui le bâtiment aux usages nouveaux. Et on a le même constat sur le mobilier. On adapte aussi le mobilier aux nouveaux usages, aux nouvelles pratiques. Parfait. Et Jean-François Eparaguirre, j'imagine que dans le cadre des préconisations de la CNPP, il y a des éléments sur qui doit être impliqué, qu'est-ce qui est plus performant? Oui, alors moi effectivement les usages, dans les exemples que j'ai pris étaient plus par exemple quelques usages de type industriel, enfin quasi industriel. Enfin, si on reprend un peu le fil des étapes que j'ai mentionnées, c'est vrai qu'il faut de toute façon des personnes au sein de la collectivité qui sont en capacité aussi déjà de bien être d'analyser les risques. Donc il y a quand même un service qui doit tout autour de la sécurité de l'environnement ou de la santé, sécurité, environnement au sens large, qui doit être compétent et formé pour pouvoir déjà piloter ces démarches-là. Et après, c'est sûr que vu la diversité des exigences et des acteurs, il faut souvent effectivement travailler en mode projet et associé, ça peut être des cabinets de conseil. Voilà, CNPP, on intervient sur de l'analyse des risques, sur de la recommandation. Il y a les organismes de contrôle aussi qui sont agréés, qui sont là aussi importants pour, dans un cadre réglementaire, mais qui peuvent aussi amener des éléments je dirais, de meilleure connaissance des risques. Et puis après, il y a l'interface avec l'exploitant. Quand je parlais des objectifs et du fonctionnement, et pour assurer une activité sur le long cours, il faut aussi bien comprendre comment fonctionne le bâtiment. Donc, l'interface avec l'usager, de la même façon, est aussi importante. Dans la prise en compte des aspects contractuels d'assurance, là c'est avec un service prévention des assureurs. La SMAC là sont un service prévention avec qui il est possible de discuter, en tout cas d'évaluer les meilleures réponses pour des situations de risque. Donc c'est vrai que la sécurité dans son coin ou la sûreté, c'est pas possible. C'est quelque chose qui doit être effectivement faire appel à un faisceau de personnes pour pouvoir répondre et construire des plans d'action. D'accord, donc là, ça requiert quand même de repenser un petit peu sa gouvernance et le management des acteurs. Marie-Hélène Coulon, en 2 mots, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur la question des acteurs à prendre en compte et à impliquer avant qu'on passe aux autres questions? Moi, ça me faisait penser à la question de l'évolution des métiers dans les collectivités, puisque ma collègue me disait justement qu'elle était une ancienne responsable du service des eaux potable de la ville de la ville, et ensuite la compétence a été transférée à la métropole de Tours, et qu'en la matière, elle me faisait bien observer que
elle, finalement, elle avait cette compétence qu'elle avait développée dans le cadre de son activité de protection de la ressource en eau et de la distribution de l'eau potable, avec des réglementations très, très strictes. Et de ce fait-là, du fait qu'elle était donc en mairie, le maire avait le pouvoir de police et pouvoir donc de réglementer et puis d'établir des PV s'il y avait par exemple un problème sur enfin, où que ce soit, mais aussi notamment elle m'a parlé des poteaux incendies qui sont régulièrement vandalisés. Et le fait de transférer cette compétence au niveau de l'intercommunalité, ben, on se pose un questionnement de finalement l'intercommunalité n'ayant pas cette compétence, enfin le président de l'agglomération n'ayant pas la compétence, il faut qu'il ressollicite le maire, chacun des maires, pour prendre des arrêtés. Donc c'est vrai que ça donne une latence d'intervention quand vous avez un problème sur un poteau incendie. Il faut intervenir assez rapidement et prendre l'arrêté. C'est quand il faut prendre son téléphone et puis faire 3 services pour obtenir la bonne personne. C'est vrai que c'est souvent… Donc ça réinterroge la gouvernance même, l'évolution institutionnelle des collectivités. Réinterroge la prise de risque. Finalement, c'est un risque qui n'existait pas. Elle me disait finalement qui s'est développé. Donc, il faut qu'on trouve d'autres façons de travailler. Et la deuxième option, c'est la deuxième aussi réflexion, c'est sur l'évolution des, comme je le disais au début. Rapidement, alors, pour qu'on puisse prendre l'évolution des métiers, parce que finalement, les métiers de prévention des risques n'existent pas dans les collectivités. On a un service qui gère les assurances des biens. Quand on est tous confrontés à ça dans le patrimoine des collectivités, on a un problème d'infiltration, on appelle le collègue qui dit voilà, il faut encore faire une déclaration d'infiltration, donne-moi les devis, etc. Mais en fait, quand on est propre responsable de patrimoine, il faut qu'on sache connaître les risques eau, incendie, réglementation. Enfin, et ça fait qu'une partie, enfin vraiment, je sais pas, 10-15% de notre profil, mais c'est vrai qu'il y a peu de spécialistes préventionnistes dans les collectivités. C'est peut-être un métier en devenir. Ok, à noter, et on doit donc y prêter attention pour être performant dans cette gestion du patrimoine. Caroline Vachier, une question très très précise pour vous. Le cahier des charges de la consultation pour le diagnostic patrimoine est-il diffusable? Est-ce que vous accepteriez de le diffuser? Est-ce qu'il est public? Disons que c'est un document qui a été publié sur une plateforme qui s'appelle Maximilien, donc je pense que si c'est une collectivité, elle doit pouvoir le récupérer par ce biais, ou sinon la personne peut me contacter en direct et je lui transmettrai. Parfait, alors merci. Moi je dirais que si la personne est adhérente de l'ITF et qu'elle adhère au groupe de travail prévention des risques, le document on peut le mettre en ligne. Voilà, donc double réponse. Voilà. Double réponse. C'est pas facile de partager des documents quand on est dans un cadre un peu établi qu'entre collectivités, c'est toujours délicat. D'accord. Alors, une question importante, le temps passe, je ne sais pas si nous pourrons en prendre d'autres, mais comment évaluer son patrimoine historique? Alors, attendez, je vais en prendre plusieurs à la fois. Alors, attendez, elles sont en train d'être rédigées, donc vraiment en 30 secondes chacun pour qu'on puisse prendre les questions qui arrivent. Comment évaluer son patrimoine historique? Ou alors un seul d'entre vous ou une seule d'entre vous répond en 30 secondes. Alors là, patrimoine historique dit ABF, voilà. Architecte de bâtiments de France, dit travaux coûteux. Nous, j'avoue que le patrimoine historique, il a aussi été évalué dans le cadre de l'étude qui a été menée par TB Maestro. Donc, finalement, je pense que si on a une grille d'analyse, que le patrimoine soit historique ou pas, voilà, il a les mêmes désordres, il peut présenter les mêmes désordres, les mêmes. Par contre, le coût des travaux est souvent plus onéreux sur du patrimoine historique, puisqu'il y a des techniques ancestrales à remettre en œuvre plutôt que sur un patrimoine. Alors, on peut dire le coût, mais aussi les délais, puisqu'on a des permis de construire qui sont avec des délais plus longs. Donc, il faut prendre en compte ça dans le programme, dans la planification du projet. Oui, avec des allers-retours avec l'architecte bâtiment de France. Parfait. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'était une question très précise. Merci à vous deux. Là, je me retourne vers vous, Jean-François Iparaguirre, une question très précise également. Est-ce que les règlements, les normes doivent être tous appliqués pour le maintien de l'ouverture des structures? Et est-ce que le responsable des équipements engage sa responsabilité pénale? En 30 secondes également. Je suis désolée, je vous presse là, mais on arrive à la fin, il y a beaucoup de questions.
Alors oui, de facto, quand on ouvre un établissement, un bâtiment, oui, il doit être conforme aux règles qui sont applicables. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne veux pas répondre non. Ça serait oui, et donc une responsabilité pénale, pourquoi pas, peut être engagée. Mais alors, tout dépend. Enfin, elle sera au niveau du responsable en charge du patrimoine. Après, là, l'affirmer comme ça, il faut voir le cas de figure précis de la mise en cause, dans quel cadre ça peut être, cela se produirait, et quelle est la nature effectivement des non-conformités. Est-ce qu'on est vraiment de façon patente, on n'a pas du tout appliqué ce qui était exigible de façon réglementaire, ou est-ce qu'on est sur des non-conformités d'application, mais il y avait la volonté. Donc c'est difficile effectivement de répondre de façon stricte à cette question-là. Mais de facto, la réglementation s'applique, on doit y souscrire. Et donc, la responsabilité peut être engagée. Après, avec toutes Oui, les bien niveaux. sûr, tout va dépendre ensuite du cas de figure. Alors, autre question, en cas de bâtiment occupé par un tiers, quels sont les bons réflexes pour s'assurer que l'occupant joue son rôle de prévention et de gestion des risques? Le cas d'une association, par exemple, qui serait dans un local Bon, public. après là, on a les obligations du locataire et on a aussi des contrats, notamment par exemple à l'agglomération, on fonctionne sous forme de délégation de services publics dans lesquels c'est des contrats qui fixent la manière d'exploiter le service public hein, des crèches ou des périscolaires. Et dans ces contrats, on peut très bien fixer des attentions particulières sur le bâtiment. De toute façon, l'exploitant est, comme le disait Jean-François, est tenu d'être en conformité. Nous, on a par exemple le cas dans une crèche d'une très grosse vague de chaleur il y a 2 ans. La crèche, la directrice a pris sous elle de fermer la crèche et on a dû mettre en place un système. Donc la PMI a demandé la fermeture de la crèche parce qu'il faisait trop chaud. Donc bon, bah, c'était pas écrit qu'au-delà de telle température, la crèche devait être fermée, mais c'est vrai que c'est la PMI qui régule, donc qui donne les autorisations et donc, nous, en tant que délégants, bah, on a pu prouver que bah, le service était bien rendu puisque la décision a été forte à propos, quoi. Voilà. Jean-François Eparaguirre, sur ce sujet, vous vouliez ajouter quelque chose? Parce que c'est un sujet important. J'imagine que beaucoup de bâtiments publics sont occupés par des tiers. Oui, effectivement. Donc là, c'est un travail qui est à bien identifier aussi dans les baux, hein, qui vont permettre, je dirais, de définir les devoirs et obligations de chacun. Donc, on se trouve effectivement souvent entre le caractère du bâtiment, de la partie constructive, et qu'est-ce qui est associé au bâtimentaire et qu'est-ce qui est associé plutôt à l'exploitation. Donc, faut définir dans le cadre des baux les obligations de chaque partie. Je pense que c'est important et pas parfois qui peut être peut-être négligé en tout cas. Et ensuite, les questions se posent, sur les opérations de maintenance, le qui fait quoi, et puis surtout qui paye quoi. C'est ça, Qui paye. in fine, qui est la question. Tout à fait. Effectivement, les baux et les conventions doivent être bien rédigés, les droits du propriétaire, enfin les obligations du propriétaire, les obligations de l'occupant, et puis si ce sont des équipements, enfin des organismes recevant du public, ils peuvent être soumis à des commissions communales de sécurité, et lors de cette instance, il y a un certain nombre de documents aussi qui sont demandés, et donc qui montrent aussi si l'occupant a bien fait ce qui lui revenait. Et Caroline Bachet, est-ce que c'est quelque chose qu'il est possible aussi de répertorier, de cartographier dans le cadre d'un diagnostic? Ça pourrait faire partie de ce qui est demandé? Tout à fait, bien sûr, c'est des questions. Enfin, le prestataire peut reprendre les conventions que la collectivité ou l'organisme aurait passées avec d'autres structures et regarder. Et lors de la remise, souvent les conventions sont passées pour un certain nombre d'années, elles sont ensuite renouvelées. Ben, renouvellement, peut-être faire des avenants et respécifier les attentes et en donnant des dates.
un plan d'action, encore une fois, hein, avec des dates bien précises pour communiquer les documents annuellement qui doivent être rendus par l'occupant. D'accord, donc c'est quand même un outil qui est modulable selon son besoin et son contexte et qui permet de couvrir le champ des questions que l'on vient de voir pour aussi se couvrir soi-même et être certain d'avoir pris en compte le maximum d'éléments de cette problématique de la gestion du patrimoine dont on a vu qu'elle était complexe de par sa nature, de par ses évolutions et de par ses enjeux. Alors, malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette conférence en ligne. Nous allons devoir y mettre un terme. Pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais… Madame Coulon, je vais peut-être vous demander de… Voilà, parce qu'on entend les… Pardon. Alors, je disais, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre juridique. Je tiens à vous remercier tous les trois, Marie-Hélène Coulon, Caroline Vacher, Jean-François Eparaguirre et SMAC l'Assurance. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.